Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. Il est 18h à Paris. À la une de l'actualité, plus de 20 migrants sont morts dans un naufrage dans leur embarcation dans la Manche, au large de Calais. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, y est attendu dans la soirée. Ce drame, qualifié de tragédie par le Premier ministre Jean Castex, est le plus meurtrier depuis 2018. On retrouvera Nikolai Posner, coordinateur chargé de communication pour l'association Utopia 56. En Allemagne, les sociodémocrates, les écologistes et les libéraux ont présenté le contrat de coalition qui va guider leur politique pendant 4 ans. Retour à la rigueur budgétaire, hausse du salaire minimum, sortie accélérée du charbon, politique climatique ambitieuse. Tels sont les principaux points. On retrouvera Emmanuel Chaz à Berlin. Enfin, des violences ont eu lieu une nouvelle fois en Martinique. La nuit dernière, 9 membres des forces de l'ordre ont été blessés malgré la décision de l'intersyndicale de lever les barrages. En Guadeloupe, la préfecture a décidé de prolonger le couvre-feu jusqu'au 28 novembre dans l'île. On en parlera avec Harold Girard, journaliste à France 24. Bonsoir Harold. La Manche, nouveau cimetière migratoire, plus de 20 migrants sont morts dans le naufrage de leur embarcation dans la Manche au large de Calais. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, y est attendu dans la soirée. Ce drame qualifié de tragédie par Jean Castex est le plus meurtrier depuis 2018. On retrouve tout de suite Nikolai Posner, coordinateur chargé de communication pour l'association Utopia 56. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Quelles sont vos informations sur le drame? Ce drame qualifié donc, comme je l'ai dit, de tragédie par Jean Castex. C'est le chavirage d'un bateau de migrants dans la Manche qui en est à l'origine? Oui, tout à fait. Alors pour l'instant, de notre côté, on n'a pas beaucoup plus d'informations de ce qui est sorti pour l'instant dans la presse. Et en effet, ce matin, en fait, un bateau de pêcheurs aurait remarqué donc plusieurs corps en mer et ensuite aurait fait appel à la préfecture maritime pour pouvoir prendre en charge ces corps et ces personnes. Les opérations de sauvetage se poursuivent en ce moment. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Non, non plus. Il n'y a aucune information aujourd'hui qui nous est transférée, même si c'est quelque chose qu'on essaye d'avoir depuis le début. On était ce matin auprès de personnes naufragées sur les côtes de Calais, mais on n'a pas eu d'informations directes sur ce navire en question. Oui, allez-y. Non, mais c'est sûrement des personnes que nos équipes de Calais croisent au quotidien et qu'elles essayent d'accompagner. Pour l'instant, on n'a pas la capacité de les identifier. Donc c'est révélateur du fait que les migrants continuent d'embarquer dans ces chaloupes pour aller vers le Royaume-Uni. Malheureusement, c'est la réalité à laquelle on fait face, oui, quotidiennement. C'est-à-dire que cette année, on en est déjà à plus de 25 000 traversées et plus de 30 000 tentatives de traversée. Il faut savoir qu'on récupère aujourd'hui sur les plages, sur nos côtes françaises, des personnes qui ratent leur tentative quotidiennement. Et malheureusement, malgré la météo, c'est quelque chose qui persiste. Chaque nuit, des personnes tentent de fuir la France pour tenter d'atteindre l'Angleterre. Et le parquet de Dunkerque a annoncé donc à l'AFP l'ouverture d'une enquête pour aider l'entrée au séjour irrégulier en bande organisée et également pour homicide involontaire aggravé. Elle vise les passeurs, cette enquête. C'est quelque chose de tout à fait habituel, c'est-à-dire que l'État français cherche à trouver un coupable de ces situations. Pour nous, évidemment, voilà le coupable toujours pointé du doigt est le passeur. On ne va jamais aller soutenir le travail de ces personnes, jamais. Mais en revanche, si on veut résoudre un problème, il faut travailler sur les causes. Et aujourd'hui, les causes sont les politiques menées aux frontières. On sait très bien que peu importe la militarisation qui sera mise en place à la frontière, les gens vont continuer d'essayer de passer pour tenter de fuir aujourd'hui l'Europe et tenter de pouvoir construire un avenir meilleur en Angleterre. Donc tant qu'on fera comme ça l'autruche à se cacher la tête sur les vraies problématiques, on continuera d'avoir malheureusement des morts dans la Manche. 31 500 migrants en novembre, le 20 novembre en fait, avaient quitté les côtes depuis le début de l'année. 7 800 avaient été sauvés. On peut dire que cette tendance continue aujourd'hui? La tendance continue et la tendance augmente. C'était plus de 5 000 personnes, 5 000 passages en septembre. Là, depuis 2 semaines, je crois qu'on est à 4 000 traversées. Donc oui, c'est une tendance qui continue d'augmenter et qui est assez représentative en fait du non-accueil que propose l'Europe aujourd'hui à ces personnes.
Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Posner, coordinateur chargé de communication pour l'association Utopia 56. Merci d'avoir réagi à chaud à cette information donc, qui vient de nous parvenir. En Allemagne, les sociodémocrates, les écologistes et les libéraux ont présenté un contrat de coalition qui va guider leur politique pendant les 4 prochaines années. Retour à la rigueur budgétaire, hausse du salaire minimum, sortie accélérée du charbon, politique climatique ambitieuse, légalisation du cannabis. Tels sont les principaux points d'un document qui fait près de 180 pages. Un compromis, donc, 2 mois après les élections législatives marquées par la défaite des conservateurs. Les Verts pourraient peut-être récupérer 2 gros portefeuilles dans le prochain gouvernement. On retrouve tout de suite Emmanuel Chaz à Berlin. Emmanuel, bonsoir. C'est un peu le top départ de l'après-Merkel et c'est assez incroyable de se dire que les libéraux et les Verts ont réussi à se mettre d'accord. Oui, tout à fait, Stéphanie. En fait, cet accord de coalition, il vient après 2 mois de tractations, des tractations qui ont été difficiles. Alors, c'est vrai que les sociodémocrates et les Verts, on les voit plutôt bien travailler ensemble. Ce sont 2 partis de gauche. En revanche, c'est vrai que cette alliance avec les libéraux démocrates, eh bien, n'allait pas forcément de soi. Par exemple, sur les questions de finances, les questions climatiques, eh bien, on s'attendait à beaucoup plus de frictions ou peut-être à des tractations beaucoup plus longues. Et pourtant, les 3 partis ont réussi à former cet accord de gouvernement et on s'achemine sur un gouvernement dit, une coalition dite tricolore, rouge pour les sociodémocrates, jaune pour les libéraux démocrates et vert évidemment pour le parti environnemental. Alors les gros dossiers, vous les avez mentionnés, le climat, avec les 3 partis qui se sont accordés pour une sortie de l'énergie charbon d'ici 2030. C'est 8 ans plus tôt que l'objectif actuel, donc une grande victoire pour les Verts. Il y a également, vous l'avez mentionné, la légalisation du cannabis, l'abaissement du droit de vote, de l'âge de vote à 16 ans. Et puis pour les questions sociales, l'augmentation du salaire minimum à 12 € de l'heure, la construction chaque année de 400 000 nouveaux logements. Ça, c'était des initiatives des sociaux-démocrates. Et puis du côté des ministères, effectivement, les Verts pourraient vont hériter d'ailleurs des ministères des Affaires étrangères où Annalena Baerbock est pressentie, fortement pressentie, et puis d'un super ministère, comme on l'appelle ici, un ministère du climat, des transports, de la modernisation, qui serait lui géré très probablement par Robert Habeck, le co-chef de file des Verts. Et au ministère des Finances, eh bien, on verrait celui qui s'y voyait, lui, depuis très longtemps, Christian Lindner. Ce ministère, il échoua aux libéraux démocrates. La vice-chancellerie, quant à elle, ira également aux Verts, le tout chapeauté par Olaf Scholz, qui a été vainqueur de ces élections, le leader social-démocrate. Alors justement, Olaf Scholz, quel chancelier fera-t-il, Emmanuel ? Mais écoutez, Olaf Scholz est un ancien maire de Hambourg. Il a été ministre des Finances et vice-chancelier dans le dernier gouvernement d'Angela Merkel. On l'a beaucoup en fait comparé à la chancelière. C'est quelqu'un qui se fait plutôt discret, mais qui est rodé aux négociations. Par exemple, Angela Merkel l'avait d'ailleurs emmené lors des derniers sommets mondiaux, sommets européens, afin qu'il puisse déjà, et bien finalement, se faire la main à son nouvel exercice de chancelier. Olaf Scholz qui a réussi à rassembler donc des partis qui quand même ne sont pas nécessairement intuitivement compatibles. Les Verts et les libéraux démocrates, ils devraient être nommés chancelier officiellement début décembre. Donc on verra s'ouvrira une nouvelle ère après 16 ans d'ère Merkel, 4 mandats de la chancelière allemande qui a fait ses adieux lors de son dernier Conseil des ministres aujourd'hui. Finalement, à l'image de ses 16 ans au pouvoir, en toute discrétion, et jusqu'à ce qu'Olaf Scholz devienne officiellement chancelier, on entendra encore parler de cette ère Merkel pour quelques jours. Merci beaucoup Emmanuel. Emmanuel Chaz en direct de Berlin. Des violences ont eu lieu une nouvelle fois en Martinique la nuit dernière. 9 membres des forces de l'ordre ont été blessés malgré la décision de l'intersyndicale de lever les barrages. On fait le point avec Manon Bourgault pour Martinique la première. Dans l'obscurité de la nuit, des tirs résonnent une nouvelle fois sur l'île. L'homme qui filme ces images tente de s'abriter dans l'habitacle de sa voiture. Dans cet autre quartier, détonation de grenades assourdissantes contre jet de projectiles. Le face-à-face est actuellement tendu entre ces jeunes Martiniquais et les forces de l'ordre situées à quelques mètres.
Sur différentes avenues, des véhicules se transforment en brasiers géants. La Martinique vit une nouvelle nuit de tension. Sur France Info ce matin, le ministre de l'économie a réagi fermement. L'ordre public n'est pas négociable. Et donc le retour à l'ordre est la priorité absolue. Ces scènes de pillage, de violence, de blocage sont tout simplement inacceptables. Une nouvelle nuit de violence alors qu'il y a quelques heures, l'intersyndicale avait demandé la levée des barrages. Un appel au calme mais pas la fin de la grève. Ici comme en Guadeloupe, ces manifestants protestent contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants. Chacun est libre de choisir. Mais à partir du moment où tu nous imposes et que tu vires des gens de toute profession sous prétexte qu'ils n'ont pas pris leur vaccin, là je ne suis pas d'accord. 3 jours que la Martinique est secouée par ce mouvement de contestation. Du nord au sud de l'île, des barrages restent érigés ce matin et partout, des centaines de véhicules se retrouvent encore piégés. Et en Guadeloupe, la préfecture a décidé, après une 5e nuit de violence, de prolonger le couvre-feu jusqu'au 28 novembre dans l'île. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a dénoncé une minorité récalcitrante et violente qui prend toute l'île en otage. Pour calmer la situation, Jean Castex avait notamment annoncé la création d'une instance de dialogue afin de convaincre et d'accompagner les professionnels concernés par l'obligation vaccinale. On en parle tout de suite avec Harold Girard, qui m'a rejoint sur ce plateau. Harold, bonsoir, journaliste à France 24. Vous avez fait un long reportage en Guadeloupe. Une nuit, on va démarrer avec la Martinique, puisqu'on sort de cette nuit de violence en Martinique, alors que les syndicats avaient demandé, eux, la levée des barrages. Alors comment l'expliquer, Harold ? On l'explique très simplement, en fait, il y en a beaucoup à travers les syndicats, mais à travers aussi la population mobilisée mais non syndiquée qui ont trouvé cet appel beaucoup trop précoce. Pour beaucoup, on est dans une situation complexe et les violences qui ont éclaté à Fort-de-France en sont l'illustration. On a d'un côté l'État qui réagit de manière très musclée à une protestation sociale, d'un autre les 17 syndicats qui forment l'intersyndicale en Martinique, qui ont observé la dégradation de la situation sécuritaire en Guadeloupe et qui ne veulent pas que ça se reproduise en Martinique, qui veulent ralentir la cadence, supprimer les barrages, etc. Et on a la population en fait martiniquaise qui s'est mobilisée et qui ne veut pas se voir dépossédée en fait de son mouvement à cause des violences ou à cause de la volonté de ceux qui les représentent. Et c'est très intéressant en fait que les syndicats aient voulu engager cette désescalade, cette suppression des barrages et que la population continue. Il y aura peut-être des dissensions, une division dans le mouvement en Martinique. Une division en Martinique. Alors en Guadeloupe, la préfecture a décidé pour le coup de prolonger le couvre-feu à Harold jusqu'au 28 novembre. Gabriel Attal a dénoncé une minorité, je cite, une minorité récalcitrante et violente qui prend toute une île en otage. Mais il y a aussi un sujet social en Guadeloupe. Gabriel Attal, sur les faits, dans ses premières phrases, il a raison. Il y a une minorité violente qui fait un effet écran de fumée devant la large partie de la mobilisation qui est pacifique. Mais le sujet social, il ne doit pas, pour beaucoup en Guadeloupe, être englouti par ces violences-là. Les médias locaux ont relayé la parole de beaucoup de responsables syndicaux qui ont tous appelé au calme plusieurs fois depuis le début du mouvement. Et derrière ça, ils évoquent les mêmes problèmes qu'il y a aux Antilles et particulièrement en Guadeloupe depuis des décennies maintenant. Il y a le chômage qui est très haut, 17% de la population, 35% des jeunes sont au chômage. L'eau perdue, les problèmes de distribution d'eau, plus de 50% de l'eau potable en Guadeloupe se perd dans les canalisations. C'est un problème qui revient autour des sujets sanitaires extrêmement régulièrement. Et puis on a évidemment la détresse de l'hôpital, tous les problèmes hospitaliers de l'île qui sont répétés, relayés, etc. Tout ça s'agrège autour d'une mobilisation qui avait pour but de dénoncer l'obligation vaccinale pour le corps médical et les pompiers. Mais on arrive à un problème, une situation beaucoup plus complexe et la dégradation de la situation en est l'illustration. Merci beaucoup Harold Girard, donc, reporter et journaliste à France 24. En France, en métropole plus exactement, le gouvernement a examiné la conduite à tenir en pleine reprise de l'épidémie dans le pays, avec plus de 30 000 cas diagnostiqués mardi. Le taux d'incidence pourrait dépasser 200 pour 100 000 habitants dans les jours à venir, selon Gabriel Attal. On écoute le porte-parole du gouvernement. Le constat est sans appel, notre situation épidémique se dégrade très nettement. Il y a quelques jours, je parlais d'un début de vague fulgurante et cela se confirme avec un taux de reproduction du virus, le fameux R, qui est estimé aujourd'hui à 1,6. Hier, plus de
30 000 cas positifs ont été relevés, un nombre comparable à celui observé au plus haut de la 4e vague. Le taux d'incidence national s'élève à 191 pour 100 000 habitants et devrait dépasser les 200 d'ici demain ou après-demain. Condamnation de Karim Benzema dans l'affaire de la sextape. Elle ne devrait pas compromettre l'avenir international du buteur français, pièce maîtresse des Bleus, version 2021. L'attaquant star du Real Madrid a été reconnu coupable de complicité et de tentative de chantage contre son ancien coéquipier en sélection, Mathieu Valbuena. Il a été condamné à 1 an de prison avec sursis et 75 000 € d'amende. Mais ce jugement n'entraînera aucune mise à l'écart sportive. Ses avocats ont fait appel.